Le matin de ce vendredi-là semblait avoir été peint par un artiste bienveillant, ciel dégagé, brise douce entrant par la fenêtre de la cuisine, et cette sensation que le week-end serait léger. Je m'étais réveillée avant même que le réveil ne sonne, ce qui arrivait rarement. Il semblait que tout mon corps voulait m'offrir un moment de répit, comme s'il murmurait « Aujourd'hui, contente-toi de vivre ». Mais cet avertissement silencieux n'avait rien d'innocent. C'était le dernier instant de tranquillité avant une rupture que je n'aurais jamais imaginée. Je suis descendue pour préparer le petit déjeuner, marchant pieds nus sur le sol froid. La maison était silencieuse à l'exception du léger bruit du réfrigérateur et de l'horloge murale qui marquait le temps comme si elle savait quelque chose que j'ignorais encore. J'ai pris la cafetière et senti l'arôme s'élever, apportant un réconfort familier. J'ai posé 2 tasses sur la table, la mienne et celle de Gustavo, mon mari. La simple vision de 2 tasses côte à côte me rappelait toujours à quel point je croyais en notre mariage. 9 ans ensemble, construisant une vie que je pensais solide. Soudain, j'ai entendu des pas à l'étage. Gustavo était réveillé. Il est descendu avec sa démarche précipitée habituelle, le blazer accroché à l'avant-bras et le téléphone déjà collé à la main, comme s'il faisait partie de lui. Il était réveillé, mais ne me voyait plus vraiment. Cela durait depuis des mois. « Bonjour » a-t-il dit, sans vraiment lever les yeux, en passant près du comptoir pour prendre sa tasse. « Bonjour » ai-je répondu, essayant de ne pas montrer le petit vide que cette froideur provoquait. Il a bu une gorgée de café sans me regarder. Puis, en ajustant sa montre, il a ajouté. « Aujourd'hui, je vais directement au salon de l'événement. Le service marketing va aider à organiser l'entrée, je crois. Je dois être là plus tôt. » J'ai acquiescé, même si je n'aimais pas l'idée. La fête annuelle de l'entreprise était un grand événement et j'imaginais que, après tant de mois à distance, peut-être que cette soirée pourrait signifier quelque chose pour nous. Une chance de nous reconnecter, de sourire ensemble, d'être un vrai couple parmi les collègues. Mais sa façon d'en parler rendait tout mécanique, presque comme un simple engagement dans son agenda. Pas un couple se préparant pour une soirée spéciale. Il m'a donné un baiser rapide sur le front, de ceux que l'on donne par habitude, non par désir. Puis il est parti, laissant derrière lui son parfum, une odeur qui m'apportait autrefois des souvenirs doux mais qui se mélangeait désormais à une étrange sensation d'alerte. Dès qu'il a refermé la porte, ma fille, Lara, est apparue en haut des escaliers, avec son pyjama rose et les yeux encore gonflés de sommeil. « Maman, c'est aujourd'hui la fête où tu vas danser ?» m'a-t-elle demandé en se frottant les yeux avec ses petites mains. « Oui, mon amour » lui ai-je répondu avec un sourire. « Ta grand-mère va rester avec toi. » Elle a couru vers moi et m'a serré par la taille, fort, comme si elle voulait me transmettre du courage. Et sans le savoir, elle le faisait vraiment. Au travail, l'ambiance était euphorique. Tout le monde commentait ses vêtements, le buffet, le DJ engagé, les cadeaux spéciaux qui seraient tirés au sort. J'essayais de me laisser porter par cette énergie, mais quelque chose en moi était inquiet. Un petit poids dans la poitrine, comme si mon cœur tentait de m'avertir de ce qui allait arriver. Ma collègue et amie, Bianca, s'est approchée avec un grand sourire. « Gustavo vient, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que l'équipe marketing est déterminée à faire la fête de l'année. » « Il est là depuis tôt ce matin » ai-je répondu. « Il aide à la préparation. »« Va, donc vous vous retrouverez directement à l'événement ?» l'a-t-elle demandé, avec un regard où se mêlaient curiosité et un peu d'inquiétude. J'ai acquiescé, mais j'ai changé de sujet. Je ne voulais pas parler de la distance qui s'installait entre Gustavo et moi. Je ne voulais pas admettre que je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Ces dernières semaines, il était toujours éloigné, toujours sur son téléphone, toujours en train de régler quelque chose d'important. Et je m'efforçais de croire que ce n'était que du stress au travail. À la fin de la journée, je suis passée chez moi pour me préparer. Ma mère était déjà là, aidant Lara à assembler un puzzle sur le tapis du salon. « Tu vas être magnifique » m'a dit ma mère en me voyant entrer. « Ça vous fera du bien à tous les deux. Une soirée festive ravive toujours quelque chose. » « Je l'espère » ai-je murmuré, tentant d'y croire. Je suis montée dans ma chambre pour enfiler la robe bleu marine que j'avais choisie. Elle était élégante, soulignait ma taille et avait un discret éclat sur les épaules.
J'ai mis un maquillage léger et laissé mes cheveux lâchés, tombant en vagues douces. Quand je suis redescendue, Lara m'a regardée comme si j'étais une reine. Maman, tu es magnifique. Comme une princesse de dessin animé. J'ai souri et embrassé son front. J'ai commandé une voiture et pris la route du salon de réception. Le bâtiment panoramique était illuminé de lumières dorées et bleues qui se reflétaient sur les parois vitrées. Le hall était impeccable, arches de fleurs blanches, tapis rouge, panneaux avec le logo de l'entreprise pour les photos. Les invités arrivaient en tenue élégante, avec des sourires enthousiastes, comme si chaque détail promettait une nuit mémorable. Dès que je suis entrée dans la salle principale, un tourbillon de musique, de rires et de conversation m'a enveloppée. Les tables étaient décorées d'orchidées, des lustres pendaient du plafond, le DJ jouait une playlist dynamique et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. J'ai tenté de trouver Gustavo parmi la foule. J'ai regardé autour, marché dans la salle, salué quelques collègues. Mais rien. Je me suis dirigée vers le bar, où j'ai retrouvé Bianca et d'autres collègues. Nous avons discuté quelques minutes, mais mon attention dérivait constamment, comme si mes yeux cherchaient quelque chose que mon esprit refusait encore d'admettre. C'est alors que Bianca a touché mon bras. Rebecca, regarde là-bas. J'ai suivi son regard vers la mezzanine en verre, à l'étage supérieur. Et il était là. Gustavo. Appuyé contre la rambarde en verre, tenant un verre et souriant. Mais ce qui m'a glacé le cœur, ce n'était pas de le voir rire. C'était avec qui il riait. À côté de lui, très proche, se trouvait Isadora, du département de création. Robe noire moulante, cheveux ondulés, bouche d'un rouge vif. Elle touchait son bras en lui parlant. Il penchait la tête vers elle, souriant d'une façon qu'il n'avait plus pour moi depuis des mois. Ma poitrine s'est resserrée. Quelque chose en moi a murmuré, non pas doucement, mais avec urgence. Fais attention, Rebecca. Et j'aurais dû écouter. Parce que cette nuit-là serait le point de rupture de ma vie. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. L'image de Gustavo sur la mezzanine, aux côtés d'Isadora, s'était gravée dans mon esprit comme une photographie floue, imparfaite, mais impossible à ignorer. Pendant quelques instants, je suis restée immobile au milieu de la salle, les voix et la musique semblant s'éloigner, comme si j'étais sous l'eau. Le monde autour de moi continuait de vibrer, les gens riaient, portaient des toasts, prenaient des photos, mais en moi le temps se traînait au ralenti. Peut-être que ce n'est qu'une conversation de travail, murmurai-je pour moi-même, tentant de retenir le fil de ma lucidité. Mais l'inconfort brûlait encore. Ces derniers mois, Gustavo avait changé, lentement, mais il avait changé. Et moi, obstinée, j'avais passé des mois à essayer de justifier, minimiser, trouver des explications qui ne blesseraient pas. La première transformation avait été invisible, il avait commencé à passer plus de temps sur son téléphone. Il répondait à des messages en souriant tout seul, restait en ligne tard le soir, et lorsque je demandais avec qui il parlait, il répondait toujours de la même manière. C'est l'équipe marketing, on discute de la nouvelle campagne. Je ne peux pas prendre de retard. Je le croyais. Ou plutôt, je voulais y croire. Puis vinrent les absences. Il commença à rentrer tard pour le dîner, parfois 2 ou 3 soirs de suite. Il disait qu'il était débordé, qu'il devait faire des heures sup, que le client exigeait. Au début, je préparais quelque chose de léger pour lui quand il rentrait. Avec le temps, je me rendis compte qu'il arrivait déjà repu. Il disait avoir mangé quelque chose rapidement au bureau. Je me contentais d'acquiescer. Mais le pire n'était pas la routine, c'était son regard. Le regard qui autrefois brillait lorsqu'il me voyait, le regard qui souriait au coin des yeux, avait disparu. Il s'était éteint lentement, comme une bougie qui s'éteint sans bruit. Gustavo ne me voyait plus. Pas comme un homme regarde la femme qu'il aime. Et moi, je me fanais, jour après jour. Alors, quand je l'ai vu là-haut, si à l'aise, si léger, si intime avec Isadora, quelque chose en moi s'est tordu. Ce n'était pas une scène isolée. C'était une pièce qui s'emboîtait parfaitement dans le puzzle que je refusais d'assembler. Mais à cet instant, je tentais encore de lutter contre l'évidence. J'ai marché vers le côté opposé de la salle pour détourner mon attention,
respirant profondément pour retrouver un semblant de stabilité. J'ai trouvé quelques collègues de la comptabilité et j'ai forcé un sourire. Rebecca, a crié Pedro en levant son verre. Viens trinquer avec nous. J'ai fait un effort pour paraître normal. Bien sûr. J'ai pris une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur. Le liquide pétillant monta à mon nez avant même de toucher mes lèvres. J'ai bu lentement, essayant d'apaiser l'amertume qui s'accumulait dans mon estomac. Pedro commença à raconter une histoire absurde à propos d'un client qui avait envoyé un fichier totalement erroné, et tout le monde rit. Moi aussi, mais mon rire n'atteignit pas mon cœur. Pendant qu'il parlait, mes yeux, têtus, retournèrent vers la mezzanine. Gustavo et Isadora n'étaient plus là. Un soulagement bref et naïf traversa ma poitrine. Ils ont dû descendre. Mais aussitôt, quelque chose en moi murmura de nouveau. S'ils sont descendus, pourquoi ressens-tu encore cet étau? J'ai tenté d'ignorer. J'ai parcouru la salle, discuté avec des collègues, posé pour des photos, feignant que la soirée était légère. Mais chaque pas pesait davantage que le précédent. À chaque mouvement, j'avais l'impression d'observer ma propre vie de l'extérieur, comme si je regardais une version de moi-même qui tentait désespérément d'avoir l'air sereine. Après quelques minutes, j'ai vu Gustavo descendre l'escalier de la mezzanine. Il marchait seul ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à suivre ses mouvements du regard. Il alla jusqu'au bar, prit une boisson, salua quelques collègues du marketing et rit fort, comme il le faisait toujours pour paraître le centre de l'attention. Ce n'est que lorsqu'il tourna légèrement la tête qu'il remarqua ma présence. Il me vit de loin, l'espace d'un instant, très bref, ses yeux semblèrent surpris. Peut-être même mal à l'aise. Mais en moins d'une seconde, il retrouva son expression habituelle et me sourit, me faisant un signe de la main, comme si de rien n'était. Une vague de nausée monta dans ma gorge. Il s'approcha de moi avec son calme habituel. « Tu es arrivé » dit-il en avançant pour m'embrasser sur la joue. J'ai tourné la tête automatiquement, mais j'ai senti le contact glacé. Il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. Aucun désir. Rien. Je suis arrivé, répondis-je. Il regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Tu es toute seule? Demanda-t-il. Oui. Je bus une gorgée de champagne. J'étais avec Bianca et le personnel de la comptabilité. Il acquiesça, mais paraissait agité. Ses yeux clignaient rapidement, et sa main serrait la coupe avec une force étrange. Je vais juste parler au personnel de l'audiovisuel, murmura-t-il. On se retrouve plus tard. Avant que je puisse répondre, il s'était déjà éloigné. Bianca apparut à mes côtés. Il est bizarre, dit-elle à voix basse. Je sais. Rebecca, elle hésita. Tu es sûre que ça va? J'ai hoché la tête, incapable pourtant de répondre. Quelque chose en moi criait pour que j'arrête de prétendre. Mais quelque chose d'encore plus fort me disait que je devais voir de mes propres yeux avant de prendre une décision. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des rires venant du couloir latéral, un rire de femme, accompagné d'un murmure masculin étouffé. Tout mon corps s'est glacé. Le son venait du couloir menant à la terrasse extérieure, un endroit peu fréquenté, presque vide à cette heure, puisque la plupart des invités préféraient rester dans la salle principale. De façon automatique, comme si mes pieds avançaient d'eux-mêmes, j'ai marché dans cette direction. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir briser ma poitrine. Le monde autour de moi devint flou, comme si seul se son comptait. J'arrivai près de la porte vitrée menant à la terrasse. La musique de la salle résonnait encore au loin, mais là, dans cet espace plus isolé, tout semblait plus silencieux. Plus dangereux. Plus révélateur. Lorsque j'ai touché la poignée, j'ai hésité. Une partie de moi voulait rebrousser chemin, faire semblant que rien ne se passait, préserver l'illusion que je portais depuis des années. Mais une autre partie, celle fatiguée, blessée, trahie depuis des mois, voulait aller jusqu'au bout. Finalement, j'ai poussé la porte doucement. Et avant même de voir quoi que ce soit, j'ai entendu la voix de Gustavo. Claire. Basse. Mais pleine de familiarité. Personne ici ne se doute de rien? Rebecca ne soupçonne jamais rien.
Le son de cette phrase transperça ma poitrine comme un couteau glacé. Je suis restée figée, incapable de respirer. Puis j'ai entendu la réponse d'une femme. Un rire doux. Délicat. Féminin. Isadora. Mon cœur s'est arrêté. Et lorsque j'ai fait un dernier pas, juste assez pour voir à travers l'ouverture de la porte, j'ai vu sa main tenant la sienne non pas comme des collègues, mais comme des amants. Le moment où j'ai vu Gustavo tenir la main d'Isadora fut à la fois silencieux et dévastateur, si brutal que, pendant quelques secondes, mon corps ne sut tout simplement pas comment réagir. Je suis restée plantée à l'entrée de la terrasse, les observant comme si cela n'était pas en train de m'arriver, comme si j'étais une spectatrice anonyme regardant une scène d'un film cruel. Le vent froid de la nuit frappa mon visage, apportant avec lui un parfum mêlé de fleurs et d'alcool venant de la salle, mais tout me sembla lointain, étouffé, irréel. Le rire d'Isadora fut le premier son à transpercer ma paralysie. Un rire discret, intime, qu'elle tentait de contenir. Il serra sa main avec la confiance de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. La confiance de quelqu'un qui croyait ne jamais être découvert. Mon nom sortit de sa bouche une nouvelle fois. Rebecca ne se doute de rien. Elle croit tout ce que je dis, déclara-t-il, en ricanant comme s'il partageait une plaisanterie privée. Mon estomac se retourna. Isadora rapprocha son visage du sien, leur nez presque collé. Et tu penses vraiment que ça va durer encore longtemps ? Demanda-t-elle, mordillant sa lèvre inférieure. Ma respiration se bloqua dans ma poitrine. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait résonner dans l'air. Gustavo poussa un soupir, réfléchissant. Elle est calme. Elle ne soupçonne rien. Elle ne fouille jamais dans mon téléphone, elle ne questionne rien. Il esquissa un sourire. C'est facile de continuer comme ça. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Isadora rit à nouveau, inclinant la tête. Du temps pourquoi ? Pour mener 2 vies à la fois ? Il rapprocha son visage d'elle. La main de Gustavo glissa de son bras jusqu'à sa taille, et elle ne recula pas. Au contraire, elle se rapprocha davantage. C'est à ce moment-là que je sentis quelque chose de chaud couler sur ma joue. Une larme solitaire, inattendue, comme si mon corps s'était rendu avant moi. Je voulais parler, crier, pousser la porte et mettre fin à cette scène. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Ma voix ne sortait pas. Mon corps entier semblait figé, comme s'il avait oublié comment exister. Et puis tout devint pire. Une 3e personne était là, sur la terrasse, de l'autre côté, partiellement caché derrière le mur latéral. Un homme tenait son téléphone de manière discrète en train de filmer. Il se recroquevilla quand il me vit, comme s'il avait été pris en flagrant délit. Mais il n'arrêta pas l'enregistrement. Il leva simplement les yeux vers moi, en silence, secoua la tête comme pour dire « Je sais ce qui se passe, et je suis désolé ». Mon cœur s'effondra. L'enregistrement. La trahison. Le mensonge. Le culot. Tout devant mes yeux. La scène se déroulait entre eux avec une fluidité naturelle, comme si cela faisait partie de leur routine. Comme si cette intimité avait déjà eu lieu des dizaines de fois. Comme si mon mariage n'était qu'un décor commode pour leur romance. Mes mains tremblaient tellement que je dus les serrer contre mon corps pour ne pas m'effondrer au sol. L'air me manquait. Le monde s'assombrit sur les bords de ma vision. Je fis un pas en arrière. Et le grincement de la porte fit tourner les 2 têtes en même temps. L'impact fut immédiat. Les yeux de Gustavo s'écarquillèrent. Isadora devint si pâle qu'on aurait cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main lâcha la sienne instantanément, comme s'il venait de toucher une flamme. L'air Rebecca. Balbutia-t-il. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. J'avais l'impression d'être projetée hors de mon propre corps. Le vent frappait mes cheveux, la musique jouait encore à l'intérieur, les gens riaient, la ville brillait derrière nous, mais rien ne m'atteignait. Je les regardais seulement. Mon Dieu, murmura Isadora, reculant d'un pas. Gustavo s'avança vers moi, mais je reculai immédiatement. Rebecca, ce n'est pas ce que tu crois, dit-il, d'une voix tremblante, moite, affolée. La phrase la plus vieille du monde.
La plus stupide. La plus insultante. Je respirais profondément, cherchant en moi quelque chose qui empêcherait mon corps de s'effondrer. N'importe quoi. Un brin de fierté. Un éclat de force. Pas ce que je crois? Répétais-je, sans réaliser que ma voix était rauque. Tu viens de dire que je ne me doute de rien. Que je ne questionne rien. Il ouvrit la bouche et la referma, cherchant des mots comme un homme qui se noie cherche de l'air. Je plaisantais. Je faisais juste. Tu plaisantais? Demandai-je, avançant d'un pas en lui tenant la main. En disant que je ne remarque rien? En disant que tu as besoin de plus de temps? C'est une blague pour toi? Isadora resta immobile, prisonnière de son propre corps. Ses yeux étaient agrandis, ses épaules tremblaient. Gustavo leva les mains, comme pour apaiser une bête sauvage. Je peux expliquer. Tu peux toujours expliquer, dis-je, sentant une autre larme glisser. Mais cette fois, je ne la cachais pas, il y a toujours une excuse, une justification, un nouveau mensonge. Mais aujourd'hui tu n'as rien à expliquer. J'ai vu. J'ai entendu. C'est alors que l'homme qui filmait fit 2 pas en avant. Il semblait hésitant, mais déterminé. Rebecca, dit-il doucement, comme s'il demandait la permission de parler. J'ai filmé parce que, cela s'est déjà produit. Ce n'est pas la première fois. Et je n'ai pas trouvé juste de rester les bras croisés. Gustavo explosa. T'es fou ou quoi? Supprime ça tout de suite. C'est une invasion de vie privée. Je peux porter plainte pour... Tu peux porter plainte pour ce que tu veux, l'interrompit l'homme, calmement. Mais la vidéo ne parle pas de toi. Elle parle de ce que tu lui as fait. Il pointa du doigt ma direction. Un frisson parcourut mon corps. La dernière couche d'illusion s'effondra. Gustavo se tourna vers moi, tremblant, désespéré, presque en larmes. Rebecca, s'il te plaît, parlons à l'intérieur. Pas ici. Pas comme ça. C'est juste un malentendu. Je ris. Bas. Court. Douloureux. Un malentendu, c'est quand quelqu'un marche sur ton pied par accident, répondis-je. La trahison, c'est autre chose. Isadora cacha son visage dans ses mains, tentant de reprendre son souffle. Je passai les doigts sur les larmes qui coulaient sur mes joues et inspirai profondément, sentant un poids colossal se détacher de ma poitrine. Tu as détruit quelque chose en moi aujourd'hui, Gustavo, dis-je, chaque mot tranchant comme une lame. Et je ne l'oublierai pas. Il fit un pas de plus, tendant la main, mais je me retournai avant qu'il n'ose me toucher. Rebecca, attends. Mais je n'attendis pas. Je quittai cette terrasse comme on s'éloigne d'un incendie. Et, d'une certaine façon, c'était exactement ce que je faisais, mon mariage brûlait derrière moi, consumé par les flammes de la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais aucune envie d'éteindre le feu. Je suis retournée dans la salle avec des pas lourds, comme si chaque mouvement exigeait un effort que mon corps n'était plus capable de fournir. Derrière moi, j'entendais encore la voix de Gustavo m'appeler, tenter de me rattraper, mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. J'avais besoin de distance et j'en avais besoin immédiatement. La musique éclata dans mes oreilles dès que la porte se referma derrière moi. La fête continuait comme si rien ne s'était passé, les lumières dansaient, les verres tintaient, les gens riaient fort. Mais pour moi, le monde était silencieux, comme si le son avait été coupé à l'intérieur de moi. Chaque visage semblait flou, insignifiant, lointain. J'avais la sensation de flotter, détaché du sol. Rebecca? Mon nom fut prononcé. Bianca, mon amie. Elle fit 2 pas rapides vers moi, et son sourire disparut aussitôt en voyant mon expression. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es livide. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. L'air manquait, comme si la salle était trop petite pour mes poumons. Bianca saisit mes bras et me guida vers une table dans un coin, loin du centre de la fête. Assieds-toi. Respire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essayais. J'essayais vraiment de former une phrase, mais ma gorge brûlait,
et les sanglots retenus pesaient comme une pierre enfoncée dans ma poitrine. C'est alors que Gustavo réapparut. Il traversa la foule en courant, bousculant ceux qui se trouvaient sur son chemin. Son expression était un mélange de désespoir et de pure colère à l'idée d'être exposée. « Rebecca, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça ici, dit-il en attrapant mon bras. Je le regardais comme si je voyais un étranger. Et c'était vrai, je regardais un inconnu. Bianca se raidit immédiatement. « Lâche-la, dit-elle, d'une voix ferme. « Mêle-toi de tes affaires, répondit Gustavo sans même la regarder. Ceci concerne moi et ma femme. L'ex-femme, corrigeai-je. Ma voix sortit enfin, rauque mais ferme. Je ne veux plus que tu me touches. Son visage devint rouge. La combinaison de panique, de honte et de colère fit vibrer ses yeux. Rebecca, tu ne vas pas faire un scandale à la fête de mon entreprise. La colère qui monta en moi fut si soudaine qu'elle me força à me lever. Un scandale? Ma voix monta. Tu étais là dehors avec une autre femme. En train de me tromper. En train de me traiter d'idiote. En disant que je ne remarquais rien. Ce n'est pas un scandale, Gustavo. C'est ta vérité. Plusieurs invités se retournèrent. Certaines conversations cessèrent. On sentait l'air changer, ce moment où l'ambiance entière perçoit qu'un événement grave se déroule. Gustavo serra la mâchoire, tentant de garder une posture décente. Personne n'a besoin de savoir tout ça. On va parler dehors, loin des gens. Loin des gens, comme l'endroit où tu voulais que je reste pour continuer tranquillement avec elle? Demandai-je, sans crier, mais avec des mots plus tranchants qu'un couteau. Une femme proche de nous porta la main à sa bouche. Un petit groupe cessa de danser. Un silence étrange se répandit. La salle, si bruyante quelques minutes plus tôt, ressemblait maintenant à un théâtre figé. Gustavo tenta un sourire social, celui qu'il utilisait avec les clients pour masquer l'inconfort. Rebecca, ce n'est pas ce que tu crois. Je parlais juste avec Isadora d'une présentation. Tu as mal interprété. Bianca explosa avant même que je puisse répondre. Je les ai vus descendre de la mezzanine plus tôt. Elle ne présentait rien d'autre que son corps. Gustavo lui lança un regard meurtrier. Tais-toi. Non, répliqua Bianca. Tu ne me donnes pas d'ordre. Et encore moins à elle. Je me levai doucement, mes jambes tremblant, mais je restai debout. Je vous ai vus ensemble. Je t'ai entendu dire que je ne me doutais de rien. Je t'ai vu lui tenir la main. Je vois comment tu la regardes, et comment tu ne me regardes plus depuis des mois. Il ferma les yeux, comme si tout lui échappait. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était plus basse. Rebecca, s'il te plaît. Tu exagères. Je sentis la douleur remonter dans ma gorge, mais je la retins. Celui qui exagère ici, c'est toi, Gustavo. Exagérer dans tes mensonges, dans ta lâcheté, dans ton absence totale de caractère. Un murmure commença autour de nous. Des chuchotements. Des regards lourds. Des jugements silencieux. Gustavo s'en rendit compte. Et entra en mode autoprotection comme toujours, quand son image était menacée. Tu sais quoi? Dit-il en croisant les bras. Tu as toujours été paranoïaque. Toujours en train d'imaginer que je te trompais. Peut-être que c'est pour ça que notre mariage s'est refroidi. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Le coup me frappa comme un poing dans l'estomac. Tu es en train d'essayer de me rendre responsable de ta trahison? Demandai-je, incrédule. Il haussa les épaules. Si tu avais fait plus attention à moi, peut-être. Bianca se leva comme une tempête. Tu n'as aucun droit. Hurla-t-elle, faisant cesser toutes les conversations autour de nous. Tu as trompé ta femme. Tu as tenu la main de ta maîtresse. Et maintenant tu veux accuser la femme qui t'a toujours soutenue? Qui t'a toujours défendu? Espèce de lâche. Gustavo resta muet. Complètement muet. Isadora apparut au fond de la salle, pâle comme un fantôme, mais n'eut pas le courage de s'approcher. Après quelques secondes, elle fit demi-tour et disparut par la porte latérale. La situation s'aggrava encore.
L'homme qui avait filmé sur la terrasse, je ne connaissais même pas son nom, s'approcha discrètement. Il tendit son téléphone vers moi et dit doucement. J'ai la vidéo. Elle est sauvegardée. Je peux te l'envoyer quand tu veux. Gustavo devint livide, comme si tout son sang avait quitté son corps. Supprime ça! Hurla-t-il, perdant toute dignité. Mais l'homme resta calme. Ce n'est pas toi qui décides de ce que je fais de mon téléphone. Gustavo tenta d'avancer vers lui, mais Bianca posa une main sur mon épaule et me tira légèrement en arrière. Mon sang va, Rebecca. Il n'y a plus rien pour toi ici. Plus rien. La phrase traversa mon âme. Rien. C'était exactement cela, il ne restait plus rien. Je regardai Gustavo une dernière fois. Il semblait prêt à se battre, à se défendre, à remodeler l'histoire, comme toujours. Il ouvrirait la bouche pour inventer une nouvelle excuse, une nouvelle mise en scène, un nouveau mensonge. Mais avant qu'il puisse parler, je dis. C'est fini, Gustavo. Je veux juste que tu comprennes ça. C'est fini. Il essaya de saisir mon bras, mais je me reculai avant qu'il ne me touche. Tu vas regretter ça, Rebecca, dit-il entre ses dents. Je le regardai droit dans les yeux. Les yeux d'un homme que j'avais aimé pendant presque une décennie et que je ne reconnaissais plus. La seule chose que je regrette, répondis-je, c'est de ne pas avoir vu tout cela plus tôt. Et je me tournai. Je marchai vers la sortie, Bianca à mes côtés, et des dizaines de regards silencieux suivant chacun de mes pas. Le poids du monde était encore sur mes épaules, mais à chaque mètre parcouru vers la porte, une partie de moi renaissait. La douleur était immense. Mais, pour la première fois depuis très longtemps, je ressentais quelque chose que j'avais perdu depuis que Gustavo avait commencé à s'éloigner de moi. La liberté. La salle resta derrière. Gustavo resta derrière. Et moi? Je commençais à aller de l'avant, même si mes jambes tremblaient encore. Le lendemain s'est levé bien trop silencieux pour l'ampleur des dégâts que je portais dans la poitrine. Je me suis réveillée avec la lumière grise du matin filtrant par les fentes du rideau, et pendant quelques secondes je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé. Ce bref moment d'oubli est venu avant que la réalité ne s'abatte de nouveau sur moi comme un poids brutal. Puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton dans ma tête, tout est revenu d'un seul coup. La terrasse. Sa main serrant celle d'Isadora. La phrase qui ne quitterait plus jamais ma mémoire. Rebecca ne se doute de rien. Et tous les regards dans la salle, perplexes, attendant que mon monde s'effondre en public. Je me suis assise au bord du lit, les coudes sur les genoux et le visage enfoui dans les mains. Toute la chambre semblait plus petite, plus étroite, comme si l'architecture elle-même avait été remodelée par la douleur. L'horloge indiquait 7h12, mais mon corps avait l'impression d'avoir vieilli de plusieurs années depuis la nuit précédente. Lara dormait encore, recroquevillée comme un petit chat, serrant son ours en peluche brun contre elle. Je l'ai observée un instant, sentant mon cœur se serrer. Elle ne savait rien. Elle ne savait pas que le sol sous nos pieds s'était fissuré. Que la vie que j'avais toujours essayé de protéger était, à cet instant précis, sur le point de changer pour toujours. J'ai pris une grande inspiration et me suis levée, marchant lentement jusqu'à la salle de bain. Quand j'ai allumé la lumière, mon reflet dans le miroir m'a frappé comme un coup. De profondes cernes, le maquillage bavé que je n'avais pas eu la force de retirer la veille, les cheveux en désordre, le visage épuisé. J'avais l'air de quelqu'un qui avait combattu une tempête et perdu. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, essayant de chasser cette sensation d'étouffement. Le contact glacé a ramené un peu de conscience. Je devais agir. Je devais réfléchir. Je devais exister, ne serait-ce que par obligation. Le téléphone vibrait depuis un moment sur la table de chevet. Quand j'ai finalement regardé, il y avait des dizaines de messages. Gustavo. Rebecca, s'il te plaît, décroche. Je peux tout expliquer. Ne fais pas ça avec nous. C'était juste une phase, tu le sais. Réponds-moi. Et puis, comme il en avait l'habitude, le changement de ton. Rebecca, tu as exagéré hier. Tu m'as exposé devant mes collègues. Ça va nuire à mon image au travail. On aurait pu régler ça entre nous, en privé.
Et ensuite, quand il a vu que je ne répondais pas. Je suis le père de Lara. On ne peut pas rester comme ça. Résolvons ça comme des adultes. Je l'ai bloqué. C'était simple. C'était nécessaire. Ça faisait l'effet de m'arracher un morceau de moi-même, mais c'était la seule voie possible. Je suis descendue à la cuisine en silence. J'ai préparé du café en essayant d'ignorer la sensation que chacun de mes gestes était automatique, presque mécanique. Je me suis assise à la table et, sans m'en rendre compte, je suis restée là à regarder la vapeur monter de la tasse, comme si c'était une métaphore de tout le reste, chaud, beau, et destiné à disparaître en quelques secondes. Lara est apparue peu après, encore ensommeillée, traînant les pieds jusqu'à moi. Ses yeux attentifs m'ont examinée avec soin, comme si elle sentait que quelque chose en moi était déplacé. « Maman, tu as pleuré ?» Mon cœur s'est brisé. Je voulais mentir. Je voulais sourire. Je voulais dire que tout allait bien. Mais la vérité m'a traversée avant que je puisse l'empêcher. Un peu, ai-je avoué en caressant ses cheveux. Mais c'est passé. Elle s'est rapprochée et m'a serré par la taille. Je vais te serrer fort jusqu'à ce que ça passe vraiment, a-t-elle dit, avec une innocence qui m'a donné envie de pleurer de nouveau. Je me suis penchée et je l'ai enlacée très fort. Très, très fort. Comme si mon corps avait besoin de ce geste pour se rappeler qu'il existait encore de l'amour dans ce monde, même si tout semblait avoir explosé. Après l'avoir déposée à l'école, je suis restée quelques minutes dans la voiture, à me demander ce que j'allais faire. Bianca avait insisté pour que je l'appelle, alors j'ai pris le téléphone et composé son numéro. Elle a répondu à la première sonnerie. « Rebecca, comment tu te sens ?»« Je n'en sais rien, ai-je répondu. C'est comme si j'étais coincée dans un aquarium. Je vois tout, mais rien ne semble réel. » Elle a pris une inspiration de l'autre côté. « Rebecca, tu dois venir chez moi. Maintenant. J'ai fait du café, acheté du pain frais, surtout, je suis là. Ne reste pas seule aujourd'hui. » Le simple fait que quelqu'un se soucie de moi a noué quelque chose dans ma gorge. « D'accord, ai-je murmuré. » Je suis arrivée chez elle 20 minutes plus tard. Bianca a ouvert la porte avant même que je ne sonne. Elle m'a tirée à l'intérieur et m'a serrée dans ses bras. « Tu ne mérites pas ça, a-t-elle dit d'une voix ferme. Gustavo est un lâche. Il l'a toujours été. C'est juste toi qui as mis du temps à le voir. Je me sens tellement idiote, ai-je murmuré. Comment j'ai pu ne rien voir? Parce que tu l'aimes. Et quand on aime, on se trompe exprès pour que ça fasse moins mal. Je suis restée là, immobile, essayant d'absorber ces mots. Bianca m'a conduite jusqu'à la table de la cuisine, où il y avait du pain, des fruits, du café et une boîte de mouchoirs. « Rebecca, il faut que je te dise quelque chose, dit-elle avec douceur. Et ce n'est pas pour te blesser, c'est pour que tu comprennes que tu ne te faisais pas des idées. » Mon estomac s'est contracté. « Et quoi ?» Elle inspira profondément. Il y a environ 2 mois, j'ai vu Gustavo et Isadora sortir ensemble du parking de l'entreprise. Tard le soir. Et ça ne ressemblait pas à un rendez-vous de travail. Le monde a commencé à tourner au ralenti. « Et tu ne m'as rien dit ? » Je n'en étais pas sûre, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas te faire du mal pour rien. Mais hier, quand j'ai vu tout ça, j'ai compris que peut-être je t'avais aidé, sans le vouloir, à continuer de le croire. Et je suis désolée. Je l'ai regardé longuement. « Bianca », j'ai posé ma main sur la sienne. « Merci d'être là. Vraiment. Je ne sais pas ce qui se serait passé hier sans toi. » Elle a esquissé un sourire, les yeux brillants. « Je recommencerai tout, sans hésiter, répondit-elle. Y compris le virer de la fête s'il le fallait. Nous avons ri. Un petit rire, fragile, mais un rire quand même. C'était la première fois que je ressentais autre chose que de la douleur depuis la veille. Après le café, je devais prendre une décision. Une sérieuse. Une définitive. J'ai pris mon téléphone et appelé un avocat que Bianca m'avait recommandé. J'avais besoin de comprendre mes droits, mes options, mes forces. Il a répondu d'une voix calme et professionnelle. « Bonjour. Ici le docteur Arthur. Bianca m'a prévenu que vous appelleriez.
J'ai besoin d'aide, fut tout ce que je parvins à dire. Très bien, répondit-il. Commençons. Vous voulez parler de divorce? Ce mot a résonné en moi. Divorce. La fin. La rupture légale de ce qui était déjà brisé émotionnellement. Oui, ai-je répondu. Je le veux. D'accord, dit-il. Mais avant tout, je dois vous poser quelques questions. Avez-vous des preuves de la trahison? Je pensais à la vidéo. À l'homme qui avait filmé. À sa phrase, je peux te l'envoyer. Oui, répondis-je. J'ai exactement ce qu'il faut. Parfait, dit-il. Cela va accélérer les choses. Avez-vous un endroit où aller si vous devez quitter le domicile? Non. Mais je peux aller chez ma sœur, si nécessaire. Très bien. La première chose est de garantir que vous soyez en sécurité émotionnellement. Ensuite, nous nous occupons du reste, de la partie juridique. J'ai pris une grande inspiration. Une nouvelle respiration. Moins coupante. Plus stable. Maître, demandai-je, le processus est difficile? Il ne m'a pas menti. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, Rebecca. Mais je vous promets une chose, vous ne traverserez pas ça seule. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis la nuit sur la terrasse. Du contrôle. Encore blessé. Encore fragmenté. Encore perdu. Mais quelque part, au milieu de toutes ces ruines, quelque chose en moi commençait enfin à se reconstruire lentement, mais réellement. J'avais touché le fond. Et maintenant? J'étais prête à commencer à remonter. Rentrer à la maison cet après-midi-là fut comme traverser un champ de ruines. Je conduisais lentement, presque anesthésiée, observant les rues par la fenêtre avec un regard perdu. La ville continuait à vivre, des voitures passaient, des enfants sortaient de l'école, des vendeurs ambulants montaient leurs étals. Mais tout semblait lointain, comme si j'étais derrière un voile invisible qui me séparait du reste du monde. Quand je me suis garée devant l'immeuble, je suis restée de longues secondes à tenir le volant, respirant profondément, tentant de rassembler le courage de monter. Cet appartement, qui avait été mon refuge pendant tant d'années, n'était plus qu'un écho de trahison. C'était l'endroit où Gustavo partageait deux vies, la mienne, et celle qu'il vivait dans l'ombre. J'ai pris mon sac, fermé la porte de la voiture et marché jusqu'à l'ascenseur. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Une partie de moi voulait tourner la clé, prendre quelques affaires et partir pour toujours, une autre, celle qui cherchait encore à comprendre ce qui s'était passé, avait besoin de revoir cet espace avec mes propres yeux, comme si affronter tout cela m'aiderait enfin à accepter. La porte de l'appartement s'est ouverte avec le bruit habituel de la serrure, mais l'atmosphère avait changé. L'odeur familière de l'adoucissant, du bois du meuble du salon, des fleurs artificielles sur la table, plus rien n'avait un parfum accueillant. Tout était devenu un rappel d'une vie qui n'existait plus. J'ai laissé mon sac sur le canapé et je suis restée immobile pendant quelques minutes, observant autour de moi. Le silence était profond. Tellement profond qu'on aurait dit que je pouvais entendre mon propre cœur battre, trop vite. J'ai regardé le couloir menant à la chambre de Lara. Cette partie de la maison me réconfortait encore. C'était le seul endroit où je ressentais quelque chose de doux. J'y suis entrée doucement, comme dans un sanctuaire. Les dessins accrochés au mur, les poupées alignées sur l'étagère, le tapis rose pailleté, tout cela me rappelait qui je devais réellement protéger et pour qui je devais rester forte. J'ai touché l'oreiller où elle dormait. En inspirant profondément, j'ai décidé que cette chambre serait la première chose que je prendrais avec moi. J'emporterais tout chez ma sœur. Lara ne méritait pas de grandir dans un foyer où le mensonge circulait dans les couloirs comme un fantôme. En sortant de sa chambre, mes yeux se sont posés sur la porte de notre chambre. Celle qui avait vu tant de nuits d'amour, de conversations interminables, de projets, de rires. Et qui, ces derniers mois, était devenue un espace froid et silencieux, où deux inconnus partageaient un matelas sans jamais toucher l'âme l'un de l'autre. J'y suis entrée. L'odeur du parfum de Gustavo flottait encore dans l'air. Le même parfum que j'avais senti sur lui la nuit de la terrasse, le même qui s'était mêlé à celui d'Isadora. Une nausée immédiate m'a envahi. Ma gorge s'est serrée.
Je me suis dirigée vers la commode et j'ai vu un de ses t-shirts jeté dessus. Je m'en suis approchée comme si j'allais toucher une bête venimeuse. Je l'ai pris du bout des doigts et je l'ai lancé dans le panier de linge sale avec force. C'était incroyable comme un simple morceau de tissu pouvait contenir autant de douleur. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un nouveau message. Cette fois, d'un numéro inconnu. Salut Rebecca. Ici Enrique. Je suis le gars qui a filmé hier. Voici la vidéo. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Puis le fichier. Mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir, pas encore. Mais je l'ai immédiatement sauvegardé dans le cloud, puis envoyé par email à mon avocat, comme il l'avait recommandé. Mon téléphone a vibré de nouveau. C'était Gustavo, depuis le numéro professionnel, puisque le personnel était maintenant bloqué. J'ai ouvert, parce que je devais savoir jusqu'où il oserait aller. Gustavo. Rebecca, tu ne vas pas utiliser une vidéo d'un inconnu pour me menacer. C'est bas. J'ai fauté, mais je ne mérite pas d'être traité comme ça. Je n'ai pas répondu. Il ne valait pas une goutte de mon énergie. Une deuxième salve de messages arriva quelques secondes plus tard, dans un ton complètement différent, suppliant. Mon amour, s'il te plaît, ne fais pas ça avec nous. Je t'aime. J'aime notre famille. C'était juste un écart. Une phase. Je ne veux pas te perdre. Ce « je t'aime » m'a frappé comme un coup bas. J'y avais cru tant de fois. Mais plus rien n'avait de sens depuis que j'avais vu sa main entrelacée à celle d'une autre femme. Mon silence fit changer encore son ton. Tu es ingrate. Tu détruis notre famille par impulsivité. Si tu m'exposes encore une fois, je me battrai pour la garde de Lara. Je ne vais pas accepter qu'elle soit élevée loin de moi. J'ai senti mon cœur geler. Voilà. Il avait franchi la limite ultime. J'ai respiré profondément, tentant de garder le contrôle. Ma fille ne serait jamais une arme. Jamais. J'ai pris mon téléphone, je suis allée près de la fenêtre pour respirer un peu d'air frais, et j'ai répondu pour la première fois depuis la veille. Tu ne vas pas me menacer avec notre fille. J'ai déjà parlé à un avocat. Et j'ai tout ce qu'il faut. Envoyer. J'ai bloqué le numéro professionnel aussi. Mon cœur battait vite, mes mains tremblaient, mais pour la première fois depuis la trahison, j'avais la certitude de faire exactement ce qu'il fallait. Je me suis assise au bord du lit et j'ai laissé ma tête basculer en arrière, respirant lentement. Le plafond blanc me semblait si loin. J'avais envie de pleurer de nouveau, mais les larmes ne venaient plus aussi facilement. J'avais l'impression d'avoir tout pleuré la veille. Après quelques minutes à tenter de reprendre mon souffle, je me suis levée et j'ai commencé à emballer quelques affaires essentielles de Lara, vêtements, jouets, pyjamas. J'ai tout mis dans une valise moyenne. Sa chambre ressemblait désormais moins à un foyer, et davantage à un rappel cruel que notre histoire était terminée. En marchant de nouveau dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Le cadre photo du salon, celui posé sur le buffet, avec une photo de nous à la plage il y a 3 ans, était de travers. Mon cœur s'est emballé. Quelqu'un était entré ici? J'avançai lentement vers la porte, essayant d'entendre un bruit quelconque. Rien. La maison était vide. Mais sur le tapis d'entrée, il y avait de petites traces de chaussures. Et je savais qu'elles n'étaient pas les miennes. Je laissais toujours les miennes dans le meuble latéral. Et Lara retirait toujours les siennes. L'air me manqua. Gustavo était venu. Pendant que j'étais dehors. Pendant que j'essayais de respirer. Pendant que j'essayais de survivre au chaos qu'il avait créé. Il avait été ici. Il avait touché quelque chose. Et cela a allumé en moi non seulement la peur, mais la colère. Entendre ces mensonges était une chose. Imaginer sa main sur une autre femme en était une autre. Mais l'idée qu'il soit entré dans ma maison, sans permission, sans avertissement, sans droit, franchissait une frontière qu'il n'aurait jamais dû franchir. J'ai attrapé mon téléphone, le cœur battant à tout rompre, et j'ai écrit à l'avocat. Il est entré dans l'appartement sans autorisation. Je veux déposer une plainte.
La réponse est arrivée en quelques secondes. Fais-le immédiatement. Je te rejoins là-bas. J'ai fermé la valise de Lara, pris mon sac et verrouillé la porte. En descendant les escaliers, j'ai senti quelque chose de nouveau naître en moi. Ce n'était plus seulement de la douleur. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une force que je ne savais même pas posséder. Je n'étais plus la femme qui venait de découvrir une trahison. Je devenais la femme qui allait survivre à cette trahison. Aller au commissariat pour déposer une plainte fut plus effrayant que je ne l'avais imaginé. Pas par peur de Gustavo, mais à cause du symbole. C'était comme signer un document déclarant officiellement que le mariage était terminé. Que la confiance était brisée. Qu'il n'y avait plus de retour possible. Mon cœur était lourd, mais mes jambes me portaient en avant comme si elles étaient mues par une force indépendante de ma volonté. Quand je me suis garée devant le commissariat, j'ai vu le docteur Arthur, mon avocat, debout près de l'entrée, tenant une serviette en cuir noir. Il m'a fait un signe de la main en me voyant sortir de la voiture, et sur son visage il y avait la sérénité dont j'avais désespérément besoin. « Rebecca, dit-il en s'approchant, tu es prête ?» J'ai hoché la tête, même si je n'en avais aucune certitude. « Je ne sais pas si, prête, est le mot juste, ai-je répondu. Mais je suis décidée. » Il a souri avec empathie. C'est plus important que n'importe quelle préparation. Nous sommes entrés dans le commissariat. L'endroit était un mélange de voix, de pas, de papiers que l'on classe et de téléphones qui sonnent. L'agent à l'accueil nous a salués avec professionnalisme et nous a dirigés vers une salle réservée. En traversant le couloir, j'ai senti un poids énorme dans ma poitrine, comme si chaque pas était un rappel que ma vie changeait de façon irréversible. Nous nous sommes assis en face de la greffière, une femme au visage serein et à la posture ferme. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, notant chaque détail avec attention. Quand j'ai mentionné les messages, la vidéo, l'entrée non autorisée dans l'appartement, elle a froncé les sourcils. « Vous avez bien fait de venir, dit-elle. La plainte sera enregistrée comme violation de domicile. Cela l'empêche de revenir chez vous sans autorisation. En plus, cela crée un historique au cas où d'autres mesures seraient nécessaires. » Le mot « historique » m'a frappé. Mon mariage faisait désormais partie d'un dossier de police. Je n'aurais jamais imaginé que cela irait si loin. Quand nous avons terminé, j'ai signé les documents avec des mains tremblantes. Je suis sortie de la salle avec l'impression de laisser un morceau de moi derrière, mais peut-être était-ce justement la part qu'il fallait abandonner pour que je puisse avancer. Dehors, sur le parking, le docteur Arthur posa doucement la main sur mon épaule. « Rebecca, tu fais tout ce qu'il faut. Tu te protèges, tu protèges ta fille. Ne pense pas à ce que cela représente pour le passé. Pense à ce que ça signifie pour l'avenir. » J'ai acquiescé lentement, inspirant profondément. C'était difficile. Mais je savais qu'il avait raison. Sur le chemin de la maison de ma sœur, le ciel a commencé à changer de couleur. Un immense coucher de soleil orangé envahissait l'horizon, comme si la journée essayait de me donner une étreinte silencieuse. Je voulais croire que c'était un signe. Qu'après le chaos, la vie gardait encore en réserve des moments de beauté. Quand je me suis garée devant chez ma sœur, Lara était déjà sur la véranda, assise sur une petite chaise en plastique, en train de jouer avec son ours en peluche. Dès qu'elle m'a vue, ses yeux ont brillé et elle a couru vers moi, les bras tendus. « Maman !» Je l'ai étreinte si fort que j'ai senti mes muscles se relâcher pour la première fois de la journée. Son odeur, sa chaleur, la pureté de son regard, c'est là que je trouvais ma force. Zeda, ma sœur, est apparue juste derrière elle, les bras croisés. « Je t'attendais, dit-elle. »« Comment ça s'est passé, là-bas ?» Je suis entrée avec elle. Je me suis assise sur le canapé, j'ai retiré mes chaussures et j'ai tout raconté. Le commissariat. La plainte. Les menaces voilées de Gustavo. Le changement de ton. Son intrusion dans l'appartement. Zeda a tout écouté en silence, solide comme toujours, avec cette expression de quelqu'un qui a déjà mené des batailles et sait reconnaître quand une nouvelle commence. « Il ne s'approchera plus de toi sans réfléchir à deux fois, dit-elle. Et s'il essaie, il ne devra pas seulement faire face à toi, mais à moi aussi. » J'ai souri, les yeux brûlants.
Zeda avait toujours été mon filet de sécurité, même lorsque j'avais du mal à admettre que j'en avais besoin. Merci, ai-je murmuré. Elle m'a attiré contre elle. La famille, c'est ça, Rebecca. On se retient quand l'autre est en train de tomber. Lara est montée sur le canapé et s'est glissée entre nous, comme si elle voulait participer à l'étreinte. Nous avons ri. Et dans ce rire fragile et authentique, j'ai senti une petite fissure se former dans l'obscurité qui m'enveloppait. Une fente de lumière. Le soir, après avoir couché Lara sur le matelas improvisé dans la chambre d'amis, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé chaud. Zeda m'a rejoint avec une brioche, essayant encore une fois d'adoucir la vie quand elle devenait trop amère. « Dès maintenant ?» demanda-t-elle. J'ai pris une profonde inspiration. Maintenant, je continue la procédure de divorce. J'en ai déjà parlé avec Arthur. Il va tout accélérer. Je dois aussi retourner à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Je n'ai juste pas envie d'y aller seule. Je viens avec toi, répondit Zeda immédiatement. Ce n'est pas négociable. Cela m'a apporté une paix profonde. Depuis des semaines, peut-être des mois, je me sentais seule, dérivant dans un mariage déjà en ruine. Sa présence me rappelait qu'en réalité, je n'avais jamais été complètement abandonnée. Un silence confortable s'est installé entre nous. Ce genre de silence qui n'existe qu'entre deux personnes qui se connaissent depuis avant même de savoir parler. Je buvais mon thé en regardant la vapeur monter, et la chaleur du liquide descendant dans ma gorge me rappelait que j'étais toujours vivante. Que j'étais toujours moi. Que j'étais encore quelqu'un qui méritait de recommencer. Rebecca, dit Zeda en plongeant ses yeux dans les miens. Ne laisse pas ce qui l'a fait définir qui tu es. Je sais, ai-je répondu, mais ma voix restait fragile. Non, écoute bien, insista T.L. L'infidélité ne parle pas de la femme trompée. Elle parle du caractère de celui qui trompe. Il ne t'a pas trahi parce que tu étais insuffisante. Il t'a trahi parce qu'il est superficiel. Parce qu'il est faible. Ça parle de lui. Jamais de toi. Ces mots m'ont percuté au plus profond. Et, pour la première fois, j'ai réussi à y croire même si ce n'était qu'un peu. Quand Zeda est partie se coucher, je suis restée quelques minutes sur la véranda. Le ciel était sombre, mais quelques étoiles persistaient à briller entre les nuages. Le vent froid caressait mon visage, apportant avec lui une étrange sensation de recommencement. J'ai pris mon téléphone. La vidéo qu'Enrique avait envoyée était là. Je ne l'avais toujours pas regardée. J'ai inspiré profondément. Mes doigts tremblaient en appuyant sur lecture. L'image est apparue. Sa main tenant celle d'Isadora. Le sourire complice. Sa phrase. Rebecca ne se doute jamais de rien. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement regardé. Comme une spectatrice de quelque chose qui ne m'appartenait plus. Quand la vidéo a pris fin, quelque chose en moi est devenu calme. Pas parce que j'étais moins blessée. Mais parce que j'avais enfin la vérité devant les yeux, nette, brute, incontestable. La vérité libère, même lorsqu'elle fait mal. J'ai éteint le téléphone, levé les yeux vers le ciel une fois encore, et un nouveau pensée est né en moi, timide mais réel. Je vais m'en sortir. Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais je vais m'en sortir. Et pour la première fois depuis la terrasse. J'y ai vraiment cru. Une semaine plus tard, j'étais de retour à l'appartement, cette fois pour récupérer définitivement mes affaires et rompre tout lien avec cet espace qui, autrefois, représentait un foyer, mais qui n'était plus maintenant que le décor où le mensonge avait pris forme. Zeda m'accompagnait, solide comme un mur de protection invisible. Lara était chez ma mère, pour qu'elle n'ait à voir ou ressentir aucune tension qui pourrait subsister ici. Quand j'ai déverrouillé la porte, un silence lourd m'a accueilli. Un silence nouveau, étrange, presque inconfortable. Les lumières étaient éteintes et, pour la première fois depuis tout ce qui s'était passé, l'appartement me sembla vide et sans histoire, comme si chaque souvenir avait été arraché des murs. Il ne restait que des meubles, des ombres et des échos. On fait vite, dit Zeda en entrant derrière moi. Moins on reste ici,
mieux c'est. J'ai hoché la tête et nous sommes allés directement dans la chambre. J'ai pris des cartons, des valises, des vêtements, des livres, mes parfums, des papiers. Zeda pliait mes affaires avec une douceur presque solennelle, comme si elle savait que l'émotion se rangeait elle aussi dans les tissus. À certains moments, je m'arrêtais pour regarder un objet et me rappeler un dîner, un anniversaire, un voyage, et ces souvenirs me blessaient comme des éclats de verre. Mais je respirais profondément et je continuais. Au milieu du processus, nous avons entendu la porte s'ouvrir. Zeda se retourna immédiatement, alerte. Puis une voix retentit. Rebecca? Gustavo se tenait dans le couloir, les cheveux en désordre, le t-shirt froissé et de profondes cernes sous les yeux. Il semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ses yeux s'écarquillèrent en nous voyant emballer mes affaires. Tu viens chercher tout ça, dit-il, comme s'il ne prenait conscience que maintenant de la réalité. Je me redressai, serrant fermement la boîte que je portais. Oui. Et j'ai presque terminé. Il fit quelques pas vers moi, mais Zeda se plaça devant lui, naturellement, comme une barrière silencieuse mais inflexible. Je veux juste lui parler, dit-il. Pas aujourd'hui, répondit Zeda. Zeda, c'est bon, dis-je doucement, même si ce n'était pas le cas. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Zeda me lança un regard inquiet, puis acquiesça. Elle sortit de la chambre, restant dans le salon suffisamment près pour entendre n'importe quoi. Gustavo inspira profondément, posant une main sur l'encadrement de la porte. Rebecca, je suis détruit. Je sais que j'ai fauté. Je sais que je t'ai blessé. Et je sais que la confiance est morte. Mais je ne veux pas que ça se termine ainsi. Et comment voulais-tu que ça se termine, Gustavo? Demandai-je, d'une voix basse mais solide. Que je fasse semblant que rien ne s'est passé? Que j'accepte que tu avais une autre? Que je crois que j'étais paranoïaque, même avec une vidéo et toutes les preuves de ta trahison? Il se frotta le visage avec les mains. J'étais perdu, j'ai été un idiot. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, je le sais, répondis-je calmement. Il s'est passé que tu as eu des occasions. Et tu les as toutes choisies contre notre mariage. Il voulut répondre, mais je continuai. Ce n'était pas une faiblesse. C'était un schéma. Tu fixais des rendez-vous, inventais des excuses, me mentais sur le chemin du travail, à l'heure du déjeuner, à la fête de l'entreprise. Tu lui tenais la main, Gustavo. Devant tout le monde. Tu disais que je ne me doutais de rien. Et quand tout a éclaté, tu as encore eu le culot d'entrer dans mon appartement pour exiger des explications, un appartement qui n'a jamais été le tien. Ses yeux se remplirent de larmes. Je t'ai aimé, Rebecca. Je t'aime encore. Le problème, ce n'est pas aimer, répondis-je. C'est respecter. Et ça, tu ne l'as pas fait. Pendant un instant, il sembla s'effondrer. Tu ne me donneras aucune chance? Murmura-t-il. J'ai pris une grande inspiration. Le silence entre nous avait la force d'un verdict. Non. Tu as eu toutes tes chances quand tu étais encore mon mari. Maintenant, c'est terminé. Il baissa la tête. Le poids de la faim tomba enfin sur ses épaules. Et, une seconde, j'ai ressenti de la peine, pas parce qu'il me perdait, mais parce qu'il n'avait jamais su valoriser ce qu'il avait. S'il te plaît, dit-il encore, laisse-moi au moins dire au revoir à Lara. Ce n'est plus moi qui décide, répondis-je. C'est au juge. Pour le moment, les visites sont supervisées. Quand le processus avancera, les choses seront ajustées. Gustavo ferma les yeux, comme si la douleur était physique. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance. Seulement, la paix. J'avais déjà pleuré tout ce qu'il y avait à pleurer. Il était temps d'avancer. J'ai pris la dernière boîte. Je suis passé devant lui sans regarder en arrière, et Zeda s'est immédiatement approchée de moi. On y va, dit-elle. Dans le couloir, en marchant vers l'ascenseur, j'ai senti une étrange légèreté. Comme si chaque pas éloignait un poids ancien accroché à ma poitrine. Quand nous sommes montés dans la voiture, Zeda démarra et posa sa main sur la mienne. C'est fini, dit-elle. J'ai inspiré profondément, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que c'était vrai.
Nous sommes allés chez ma mère pour chercher Lara. Dès qu'elle m'a vue, elle a couru vers moi avec le sourire le plus pur du monde. Maman. Tu as fini ton travail? J'ai ri, heureuse qu'elle ne comprenne rien de tout ce qui se passait. Oui, mon amour. On rentre à la maison. En conduisant vers l'appartement désormais seulement pour Lara et moi, j'ai ressenti une sensation de recommencement. Un futur complètement vierge. Et, pour la première fois, cela ne m'effrayait pas. Cela m'enthousiasmait. Ce soir-là, j'ai arrangé la nouvelle chambre de Lara. J'ai accroché de nouveaux rideaux, installé son tapis rose, rangé ses jouets sur l'étagère. Elle sautait sur le lit en décidant où mettre ses dessins. Puis elle s'est couchée avec son ours contre elle, souriante. Maman, murmura-t-elle, les yeux mi-clos, tu es heureuse? Je me suis assise à côté d'elle et j'ai caressé ses cheveux. Je commence à l'être, mon amour. Moi aussi, répondit-elle. Ici, c'est trop bien. Une tendresse immense envahit ma poitrine au point que je peinais à répondre. Je l'ai embrassée sur le front, éteint la lumière et fermé la porte. Je suis allée sur la terrasse de l'appartement. Le même endroit où tant de fois j'avais pleuré ses absences, ses mensonges, la solitude à l'intérieur d'un mariage. Maintenant, la terrasse avait des fleurs. De la vie. Une odeur d'espoir. Je me suis assise là, écoutant les bruits de la vie nocturne. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé ces derniers mois, la découverte, la vidéo, la douleur, la confusion, la colère, le courage et surtout, la décision de me choisir. Pour la première fois, j'ai pensé à l'avenir sans peur. Peut-être voyagerai-je davantage. Peut-être changerai-je de travail. Peut-être rencontrerai-je quelqu'un un jour. Ou peut-être vivrai-je simplement bien avec moi-même et ce serait déjà assez. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Enrique. Merci pour la vidéo. J'avais besoin de la vérité. Tu m'as donné le courage d'avancer. Il répondit quelques secondes plus tard. Tu t'es donné du courage, Rebecca. Je n'ai fait que te montrer ce qui était déjà là. J'ai souri en rangeant mon téléphone. C'était ça. La fin. Le début. Tout à la fois. La brise nocturne caressa mon visage, et je fermai les yeux. Au fond de ma poitrine, j'ai senti naître quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La liberté. Et surtout, la paix.